Avez-vous déjà entendu parler d'Inunaki, ce village présumé maudit et écarté de la société japonaise qui se situerait dans la préfecture de Fukuoka? Il est l'objet de sombres rumeurs particulièrement tenaces depuis une vingtaine d'années, dont je parlais déjà dans une ancienne vidéo consacrée aux adaptations cinématographiques de légendes urbaines japonaises. Déjà, Inunaki signifierait littéralement « hurlement de chien », et plusieurs théories existent pour expliquer ce nom pour le moins étrange. La version officielle étant que le vrai nom du village serait en fait Inunari et n'aurait donc pas la même signification. Ce très ancien village, qui existe depuis l'ère Edo, ainsi que les routes environnantes et le sombre tunnel qui y mène, serait donc apparemment maudit, et chaque voyageur imprudent qui oserait s'aventurer en ces lieux n'en reviendrait jamais. Il est également dit que les appareils électroniques ne fonctionnent pas dans ce périmètre et qu'il est donc inutile d'espérer contacter des secours par téléphone, par exemple. Pour être plus précis, deux curieux phénomènes auraient lieu dans ce secteur. Non loin de l'entrée de son tunnel se serait tenue une cabine téléphonique qui servait en quelque sorte d'aimant à fantômes. Des fantômes dont les visages apparaîtraient aux vitres de voitures qui s'attardent dans les environs et qui iraient jusqu'à les empêcher de démarrer. D'ailleurs, il paraîtrait qu'un panneau marque l'entrée de ce sombre domaine, un écriteau qui préciserait qu'à partir de lui, la zone n'est plus concernée par la constitution japonaise. Des mots effrayants qui font office d'avertissement pour décourager les éventuels imprudents. Selon la légende, durant l'ère Edo, le village aurait été un véritable paradis pour les fugitifs et les criminels de guerre, grâce à sa position, en pleine nature, cernée de forêts et de montagnes. À cause de l'hostilité de ses habitants à l'égard du pouvoir, le gouvernement aurait décrété cette zone en dehors de sa juridiction, d'où l'instauration du fameux panneau et d'une mention « Entrez dans ce territoire à vos risques et périls ». Depuis cette époque, on parle de lieux hantés soit par les esprits de ces villageois criminels ou par leurs descendants, violents, cannibales, meurtriers. Encore aujourd'hui, dans tout Fukuoka, il est aisé de rencontrer des gens qui prétendent connaître quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui aurait disparu dans ce secteur ou aurait été retrouvé sans vie. La réalité, c'est que cette zone a été désertée de ses habitants depuis plusieurs années suite au changement de système japonais qui firent migrer les habitants des villages environnants dans les villes les plus proches et qui font désormais toute partie de Miyawaka City. La zone d'Inunaki est cependant réellement dangereuse. La nature y est sauvage et profonde, et son tunnel a été condamné à cause des risques d'effondrement. C'est pour cette raison qu'un panneau en déconseille fortement l'entrée, sans pour autant parler de constitution japonaise ou quoi que ce soit. Et en effet, les appareils électroniques n'y fonctionneraient que difficilement à cause des montagnes proches et des arbres touffus qui donneraient du fil à retordre au réseau téléphonique notamment. Cependant, la cabine téléphonique située non loin de son tunnel a été ôtée par les autorités. Et depuis les années 80, 2 sordides crimes et accidents mortels sont énumérés dans ce secteur. Peut-être à cause de son côté abandonné, qui permet à des individus peu recommandables de s'y livrer à des actes ignobles, de sa nature dangereuse et ses infrastructures en mauvais état, qui causeraient différents accidents. Ou peut-être est-ce réellement l'œuvre d'esprits hostiles? À vous de vous faire votre propre avis. Dans tous les cas, le film d'aujourd'hui nous propose une nouvelle version de cette légende urbaine passionnante. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Les villages abandonnés et les rumeurs qui les concernent ont toujours passionné les Japonais, que ce soit à travers d'innombrables légendes urbaines ou les arts, et notamment le cinéma. En effet, le film de village abandonné est si populaire qu'il est quasiment un sous-genre de la J-horror à part entière. Des films comme Kakashi de Norio Tsuruta, adapté d'une nouvelle du grand Junji Ito, ou encore X-Cross de Kenta Fukasaku. Check, check, check. Ces longs métrages partagent une trame narrative et un certain nombre de caractéristiques relativement similaires. Nous y suivons un ou plusieurs personnages qui, soit ont entendu parler du village et sont curieux d'aller vérifier leurs informations pour X raisons, soit passent dans la région par hasard et les lieux en question se trouvent être sur leur chemin. Et ils décident bien sûr d'y passer, ou ils tombent en panne, se perdent ou subissent n'importe quelle autre ficelle scénaristique pour expliquer leur présence en ces lieux. Du coup, ces personnages se retrouveront dans un premier temps confrontés soit à un village complètement abandonné, soit à un village en apparence des plus accueillants, aux habitants chaleureux et amicaux. Ensuite, tout ça partira en sucette et la bourgade jusqu'ici vide de toute présence se retrouvera envahie par des ennemis quelconques, surnaturels ou non, ou alors les habitants qui étaient jusqu'ici très gentils changeront du tout au tout et se montreront dès lors très agressifs. Nos personnages essaieront donc de s'échapper, ou plus rarement, de briser une éventuelle ancienne malédiction qui entourerait ce fameux village.
Ces villages sont bien évidemment très souvent isolés, loin des villes les plus proches, et les films octroient généralement à leurs habitants des traditions anciennes et occultes, ainsi qu'une haine de la civilisation et de la technologie. Ils sont donc en quelque sorte les redneck movies à la japonaise, avec ces campagnards dégénérés qui continuent de vivre dans un obscur passé et sont en quelque sorte le regard du citadin japonais pour ces zones rurales reculées presque figées dans le temps, dont les habitants ont bien souvent du mal avec les grandes villes nippones et en particulier l'immense et surpeuplé Tokyo. Pour un pays aussi friand de légendes urbaines en tout genre et aux campagnes ou îles parfois très reculées, le film de village abandonné semblait donc être une évidence. Mais je ne fais pas cette vidéo pour analyser ce sous-genre en long, large et en travers, mais bien pour vous parler d'un film sorti tout récemment, qui est donc le dernier représentant de cette intéressante thématique et qui choisit de s'attaquer à l'un des villages maudits les plus célèbres de la péninsule nippone, Inunaki. Et il est donc l'heure, enfin, de vous parler d'Inunaki, le village oublié, dernier film de Takashi Shimizu, le papa de la franchise Ju-On, entre autres choses. Du coup, l'intrigue nous fait tout d'abord suivre un couple, Yuma et Akina, qui se rendent donc à Inunaki, armés d'une caméra, pour vérifier si les rumeurs autour de ce lieu obscur sont véridiques. Ils se rendent donc à la cabine téléphonique à l'entrée de son tunnel, qui, à 2 h du matin, se met à sonner. Après avoir répondu au mystérieux appel, ils empruntent le sombre tunnel et arrivent donc dans les ruines du fameux village, où Akina sera la cible de mystérieux agresseurs. Après ce sombre événement, Akina agira de façon très étrange, ce qui inquiétera Yuma, sa sœur Kanata et leur petit frère. Et d'ailleurs, Kanata, qui travaille dans un hôpital, semble avoir des capacités particulières qui lui provoquent des visions de fantômes. Leur quotidien sera définitivement chamboulé par le décès prématuré d'Akina, forcément lié à son incursion à Inunaki et la disparition des 2 frères de Kanata dans le mystérieux village. Je ne chercherai pas à spoiler l'intrigue davantage, rassurez-vous, d'autant qu'au premier abord, elle peut paraître plutôt complexe. L'une des grandes raisons qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est la grande quantité d'avis négatifs laissés sur les différents sites de critiques, IMDb, Sens Critique et compagnie, avec des gens qui parlent d'intrigues poussives, clichés, brouillonnes et parfois même d'un film complètement raté. Alors, spoiler, je ne suis absolument pas d'accord avec toutes ces critiques négatives. Et j'ai découvert avec ce film une œuvre hommage à la J-Horror, riche en clins d'œil et références, qui prend tout à coup tout son sens pour qui s'y connaît un tout petit peu dans le sujet. Déjà, pour qui connaît un tant soit peu Takashi Shimizu, ses expérimentations cinématographiques sont une évidence, notamment en termes de structure temporelle et de discours méta. Cette Ju-On était déjà le théâtre de propositions particulièrement intéressantes à ce sujet, puisque la maison des Saiki était comme une porte qui débouchait sur une infinité d'époques parallèles qui se mélangeaient donc à l'intérieur. Ainsi, des protagonistes vivant durant notre présent pouvaient croiser des personnages qui habitaient dans le passé dans la demeure, ou d'autres qui ne s'y installeront que dans le futur. Plus intéressant encore, des personnages se croisent eux-mêmes, sous la forme de spectres par exemple, sans savoir que c'est eux. D'ailleurs, le spectateur ne le comprend que plus tard, grâce à une mise en scène ingénieuse. À l'image de ce couple qui entend chaque nuit à la même heure d'étranges bruits contre le mur de leur chambre, jusqu'à ce qu'on comprenne plusieurs séquences plus loin que ce bruit était causé par leur propre corps pendu et balancé par Toshio contre les fameux murs. Ils étaient donc hantés par leur propre image, un souvenir de leur mort pourtant pas encore provoqué dans leur réalité. En ce sens, Kayako et sa colonne vertébrale brisée représentent finalement cette structure narrative disloquée qui voit plusieurs époques s'entrecroiser et sa chronologie bouleversée. Sa façon de descendre les escaliers en rampant évoque également une avancée contre nature dans le temps. Dans Prémonition, un autre film de Shimizu, nous avons également un mélange entre passé et présent illustré par la présence de fantômes, même si moins poussé que dans les Ju-On, véritable chef-d'œuvre en termes d'expérimentation. Ici, la nouveauté est ce discours méta qui, s'il existait effectivement dans la franchise The Grudge, est réellement mis en avant dans Prémonition, avec ce personnage qui cherche à adapter un fait divers sordide, un massacre dans un hôtel, au cinéma, en sachant que le fameux fait divers avait lui-même été filmé par son auteur. Du coup, l'histoire se déroule sur 3 plans, en quelque sorte. La vidéo du tueur, le film tourné par les personnages et leur réalité entre ces 2 captures d'images, qui montrent toutes les mêmes événements, mais de façon différente, livrés par un regard différent. Et c'est très intéressant, car il s'agit en réalité d'une mise en abîme très critique, par exemple des remakes occidentaux de films d'horreur japonais, puisqu'on peut considérer que les faux fantômes créés par l'équipe fictive du film ne sont que des pâles copies de fantômes originaux, de la même façon que les remakes américains le sont pour les originaux japonais. De plus, à nouveau, nous voyons différentes réalités se mélanger afin de perdre le spectateur et de le décontenancer, source de plusieurs séquences effrayantes comme seul Shimizu en a le secret, et qui débouchent sur plusieurs outils habituels du cinéaste, tels que des explosions et mélanges de cadres, des montages de plusieurs séquences en parallèle, etc. Le coup de génie dans ce film est que le rôle de metteur en scène passe d'un personnage à l'autre sans arrêt. Le tueur du fait divers glauque qui filme ses crimes, le réalisateur du long métrage fictif, peut-être même la poupée effrayante à souhait lors du dernier acte, jusqu'à Shimizu lui-même qui anime le tout. À moins qu'il ne soit lui-même qu'un metteur en scène parmi les autres, ne permettant ni plus ni moins qu'un énième point de vue de la même intrigue.
Bref, si je vous parle de ces travaux-là, c'est pour mettre en évidence la propension qu'a Shimizu à tordre les temporalités, à les faire se rejoindre en un point précis de son intrigue, qui est non seulement la cause d'événements surnaturels et effrayants, mais également une réflexion méta sur la structure de son œuvre, à laquelle il n'hésite pas à ajouter d'autres idées méta. Et cet Inunaki est un prolongement de sa réflexion, de ses ambitions d'auteur et de ses obsessions artistiques, tout en étant un hommage au cinéma d'horreur. Je vais vous expliquer tout cela, rassurez-vous. Le village d'Inunaki dans le film est exactement comme la maison de Kayako dans Ju-On. C'est un carrefour où différentes époques se croisent. Sans spoiler, à la fin du film, notre personnage principal, Kanata, va faire une véritable incursion dans un passé très lointain en se rendant dans ce village. Les événements qu'elle va y vivre auront en fait des conséquences sur son passé à elle et sa propre existence, ce qui nous donnera un twist à la Terminator en quelque sorte. Nous avons une famille dont les membres très éloignés par les époques durant lesquelles ils ont vécu se rencontrent les uns les autres comme s'ils étaient capables de voyager dans le temps. Et c'est Inunaki qui leur donne ce pouvoir. Les autres personnages qui s'aventureront dans le village et ses alentours recevront eux-mêmes la visite d'images du passé, qui, étrangement, sembleront tout droit sorties d'une vieille vidéo ou d'anciennes photographies, de par leur apparence et leur façon de se mouvoir. Ces souvenirs poussiéreux qui se retrouvent dans notre présent ont également un impact sur notre époque, puisqu'ils sont littéralement capables de tuer, par exemple. Et si Inunaki représentait le cinéma ? Ce médium capable de nous faire voyager à travers les époques. Les habitants du village qui en sont prisonniers sont comme autant de films qui existeront toujours, et ce, peu importe leur année de sortie. Ils continueront de marquer, en bien ou en mal, les spectateurs intrépides qui s'aventureront de leur côté et oseront les regarder. Kanata, qui lors de son incursion dans le village, en reviendra avec un bébé qu'elle aura libéré, est en fait une métaphore de Shimizu lui-même qui n'hésite pas à puiser dans les classiques du cinéma qui l'ont précédé des ingrédients pour créer de tout nouveaux films. Il est de ce fait un descendant de tous les cinéastes qui l'ont précédé et dont il continue de s'inspirer pour créer de nouvelles œuvres qui sont elles-mêmes des descendantes des œuvres précédentes. Et le bébé que Kanata a ramené sera également à l'origine d'une toute nouvelle famille qui engendrera de nouveaux membres à son tour. Soyons plus précis, la famille de Kanata est mal vue à cause du sang qui coule dans leurs veines, considérée par les autres comme souillée. Nous parlons toujours de cinéma ici, mais plus particulièrement de cinéma d'horreur, ce genre qui a si souvent été sous-considéré par toute une partie du public et surtout des critiques à travers l'histoire. Et donc, l'idée que j'ai développée juste avant s'applique d'autant mieux. Inunaki pourrait représenter le cinéma d'horreur qui se renouvelle toujours en construisant sur des fondations qui existent depuis des décennies. D'autres détails du film vont dans ce sens. La fameuse femme-chien, considérée à tort par beaucoup de spectateurs comme un loup-garou, est en réalité bien entendu un hommage aux femmes-chats, ou kaibyo, très présentes dans le folklore japonais, le théâtre kabuki et dans les kaidan eiga des années 30 à 50. Aussi populaire au Japon que le sont les vampires dans nos contrées, cette figure a pour ainsi dire totalement disparu des films d'horreur aujourd'hui, mais elle a pourtant inspiré les fantômes les plus célèbres de la J-horror, notamment dans leur mouvement. En nous présentant une mutation directe de cette créature avec une femme-chien au mouvement similaire, Shimizu nous montre bien que cette figure n'est pas morte mais s'est juste transformée et qu'il ne renie pas ses inspirations artistiques. Et cette figure représentant l'ancien cinéma d'horreur japonais est d'ailleurs, comme par hasard, prisonnière de Inunaki. Et c'est aussi pour cette raison que les fantômes piégés dans le village continuent de tuer. Leurs victimes sont ces spectateurs qui continueront pendant de nombreuses générations à être terrifiés par les films d'horreur de toutes les époques. Et ce, malgré cette vilaine compagnie d'électricité qui, selon le film, aurait tout fait pour détruire le village, allant jusqu'à causer son engloutissement par les eaux en construisant un énorme barrage. Cette compagnie représente elle-même les gros studios de cinéma, potentiellement occidentaux, qui cacheraient ces anciennes productions considérées comme obsolètes, trop vieilles, dépassées, pour nous en présenter de nouvelles, plus modernes. La compagnie présentait les habitants d'Inunaki comme des cannibales, des tueurs de chiens, des sauvages, des criminels. De la même façon qu'à travers le temps, les médias et la société ont, partout dans le monde, considéré les films d'horreur comme des aberrations violentes, du divertissement pour dégénérer. Inunaki représente donc en quelque sorte tout un pan du cinéma mis de côté par les gros studios et créateurs de blockbusters en quête d'argent, à l'image, une nouvelle fois, de cette compagnie d'électricité qui cherchait à se faire de l'argent avant tout. Pire encore, une phrase sera répétée par certains personnages passés par Inunaki, devenus fous. Une comptine dont les étranges paroles disent « Si le chien est blanc, que sa tête pointe à l'ouest mais que sa queue pointe à l'est, c'est que l'histoire n'a ni queue ni tête ». Certaines critiques se sont moquées de cette phrase, qui est pourtant très claire. Le chien blanc représente le cinéma américain, d'où sa couleur. Sa tête pointe à l'ouest, qui est donc l'Occident, bien sûr, mais sa queue, elle, pointe vers l'est, le Japon. L'histoire qui n'a ni queue ni tête représente ces films américains inspirés d'œuvres japonaises qui dénaturent totalement l'œuvre d'origine et en font donc des divertissements sans intérêt, sans âme. Shimizu crache donc un bon gros molar aux studios hollywoodiens, avec lesquels il a notamment pu travailler pour The Grudge, allant jusqu'à finalement refuser de réaliser la 3e suite américaine de sa propre franchise et démontre son dégoût pour les remakes et suites de ses films, l'exploitation mercantile qui a été faite de son univers.
Et quand je lis les critiques laissées sur Sens Critique par exemple, de gens l'ayant vu à Gérard May ou plus dernièrement lors de sa sortie en VOD, ce qui me laisse vraiment perplexe, c'est ce manque de compréhension de la part du public, ou plutôt ce manque de tentative de compréhension. Ce film est trop bizarre, alors il est nul parce que je ne l'ai pas compris. Il faut chercher à comprendre ce que le film tente de nous faire passer comme message. C'est aussi ce comportement de spectateur que Shimizu critique, ce spectateur sans imagination qui ne cherche pas à être surpris, mais espère qu'on lui resserve la même soupe froide qu'il avait déjà appréciée il y a 10 ou 20 ans. Et oui, c'est un petit peu un coup de gueule que je vous pousse en ce moment. Vous l'aurez sûrement remarqué. Par exemple, beaucoup n'ont pas compris l'introduction au phone footage du film. Elle est mal filmée, sans réel effort et s'arrête après quelques minutes. Eh bien, c'est encore un bras d'honneur fait par Shimizu à l'industrie mercantile du cinéma et notamment aux Américains. Le film commence comme un phone footage mais s'arrête très vite car cela n'intéresse pas Shimizu. Pire encore, plus tard dans le film, le petit frère voudra lui aussi se rendre à Inunaki avec sa caméra pour capturer des images, mais il l'abandonnera à l'entrée du tunnel qui mène au village car elle l'encombre, alors même qu'il a un sac dans lequel il aurait pu la ranger. On pourrait penser que c'est stupide, mais Shimizu exprime par ces simples images son désintérêt total pour ce type d'œuvre. Elles n'ont pas leur place à Inunaki. Même en termes d'idées de mise en scène, les idées de Shimizu reviennent avec insistance et créativité. À un moment, l'un des fantômes d'Inunaki montre un vieux film qui contient en fait des images du village avant d'être englouti par les eaux, ainsi que l'arrivée des représentants de la compagnie d'électricité sur les lieux. Nous retrouvons encore une fois ce film dans le film Obsession de Shimizu, l'espace d'une séquence, mais mieux encore. Lorsque Kanata se lève, le film continue à être projeté sur elle, jusqu'à ce que les fantômes prennent vie et sortent de la vidéo en sortant littéralement d'elle. Le message passé par cette scène est des plus intéressants. Kanata, personnage qui vit dans notre présent, vient de découvrir un vieux film oublié par ses pairs, et elle devient ensuite elle-même réalisatrice, les fantômes sortant de son corps pouvant être considérés comme ses œuvres, inspirées par celles qu'elle vient de regarder. Bien sûr, cela veut également dire que ces œuvres, même quand elles sont très anciennes, continuent d'exister à travers les spectateurs, qui, en les regardant, leur donnent de nouvelles vies à chaque fois. Nous avons toujours cette notion de film inspiré du passé, d'artistes inspirés par leurs prédécesseurs, à laquelle nous pouvons ajouter celle de la passation de flambeau. À travers cette scène, Shimizu nous invite, nous, spectateurs, à passer de l'autre côté de la caméra, le fantôme qui montre la vidéo à Kanata, représentant alors Shimizu lui-même, la vidéo étant le film que nous sommes en train de visionner, et Kanata n'est autre que nous, spectateurs. Car ce n'est qu'après cette séquence que Kanata passera à l'action et se dirigera vraiment vers le village. Après avoir été conquise par un vieux film, elle passe du statut de spectatrice à celui de réalisatrice, en allant dans ce village qui symbolise donc le cinéma d'horreur lui-même. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Elle en revient avec un bébé, qui symbolise donc son propre film, son propre long métrage. Une véritable invitation de la part de Shimizu à nous laisser nous inspirer de son travail, comme lui-même a pu l'être auparavant par d'autres. Et pour revenir à Shimizu et son crachat à la gueule des studios hollywoodiens, ainsi qu'à la fameuse phrase sur le chien blanc, cela donne pour moi la toute meilleure séquence du film en termes de mise en scène, le suicide d'Akina. Elle s'est donc rendue à Inunaki et en est ressortie complètement folle, à répéter sans cesse cette comptine sur le chien blanc, qui donc se moque complètement des remakes hollywoodiens, avant de se donner la mort en sautant dans le vide. Déjà, cette mort est en réalité le suicide artistique de ces franchises américanisées, selon Shimizu. Akina saute dans le vide avec un grand sourire, heureuse de plonger, mais c'est filmé comme une ascension, pas comme une chute, ce qui provoque un sentiment très étrange chez le spectateur. Et devinez d'où elle saute. D'une tour électrique. Rappelez-vous que la compagnie d'électricité représente ces gros studios hollywoodiens. Oui, je sais, vous avez compris. Mais ici, Akina représente tout simplement Kayako et la franchise Ju-On, ainsi que son suicide artistique pour de l'argent, et ce n'est pas pour rien que le corps désarticulé d'Akina vous rappellera étrangement celui du fantôme de The Grudge. Et elle est morte après qu'avec son petit ami Yuma, ils aient été tournés à Inunaki. Et son petit ami était le réalisateur de leurs images, vu qu'il filmait. Vous vous demandez pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, lors de la cérémonie funéraire en hommage à Akina, le père de celle-ci s'en prendra à Yuma en lui reprochant la mort de sa fille. Il ira jusqu'à employer des mots très précis que l'on pourrait traduire par « jamais vous ne pourrez l'effacer ». Le père d'Akina représente bien évidemment Shimizu lui-même et Akina, une nouvelle fois, Kayako. Il s'en prend aux réalisateurs des derniers The Grudge, Nicolas Pecce et Toby Wilkins, et leur reproche d'avoir tué son enfant, son œuvre, celle à laquelle il a consacré une bonne partie de sa carrière cinématographique. Pire encore, le père de Yuma aussi se fera invectiver, et il représente en fait les producteurs des remakes américains. Et le grand-père d'Akina lui-même viendra s'interposer entre les deux hommes pour empêcher son fils fou de chagrin de le violenter. Ensuite, le grand-père s'excusera même devant le père de Yuma pour cette gêne en le saluant avec respect, ce qui rendra fou furieux le père d'Akina qui lui dira « Comment peux-tu le saluer? Akina, ta propre petite fille, elle est morte. » Cette fois, c'est à ses propres producteurs japonais que Shimizu s'en prend, ceux qui ont laissé faire ce massacre de sa franchise pour des raisons financières.
Dans cette séquence à première vue anodine, Shimizu règle en réalité ses comptes avec l'industrie. Et croyez-moi, ça rend cette séquence très forte et émouvante. Enfin bon, nous pourrions continuer à analyser chaque séquence du film, car elles contiennent toutes des sous-textes de ce type et peuvent toutes être regardées à travers ce prisme, qui rend ce long métrage on ne peut plus intéressant, à mon sens. Bon, encore un petit spoil tout de même, mais qui n'est pas très important pour votre visionnage. À la fin du film, quand Kanata essaye de s'échapper du village avec le bébé, qui n'est autre que le fruit de la femme-chien, symbole des classiques oubliés du cinéma d'horreur japonais, c'est Yuma, représentant de ces cinéastes américains critiqués par Shimizu, qui va s'interposer et finalement rester prisonnier du village. On retrouvera son corps noyé par l'eau déversée à cause de la fameuse compagnie d'électricité. Cela représente ces carrières de cinéastes brisées toujours par les mêmes studios que cette fausse compagnie symbolise durant tout le film. Ces réalisateurs ne sont finalement que des victimes de cette industrie, au même titre que les franchises sabordées par les producteurs, et c'est ce que Shimizu veut dire avec cette mort. Ces réalisateurs sans réelle vision artistique, toujours selon lui, ont été ou seront sacrifiés par ces mêmes studios sans plus de cérémonie. Par contre, le plus jeune de la fratrie, lui, a encore de l'espoir. Lui qui a failli détruire sa maquette d'Inunaki après la mort d'Akina, de peur qu'il lui arrive le même sort qu'à elle. C'était Kanata qui l'en avait dissuadé, admiratif de son travail. Shimizu exprime par ce personnage sa peur que les œuvres mercantiles produites par les gros studios n'influencent en mal les plus jeunes spectateurs japonais. Il craint que ceux-ci grandissent en étant influencés par de mauvaises œuvres et que le cinéma se dirige alors vers une impasse. Heureusement, dans le film, le jeune garçon préférera finalement l'influence de Kanata et donc indirectement celle de Shimizu. Et la cabine téléphonique dans tout ça, que représente-t-elle finalement? Eh bien je vais te le dire, jeune Blanc-bec. Assez clairement, elle représente l'appel du producteur. Bah oui, pour pouvoir entrer dans Inunaki, il faut décrocher le combiné de la cabine lorsque celui-ci sonne, comme une autorisation pour pouvoir entrer. Chaque réalisateur attend en quelque sorte son heure, et lorsque celle-ci sonne, il faut pouvoir saisir sa chance. Comme par hasard, dans le combiné, ce que l'on entend principalement est l'eau, toujours la même, celle déversée par la compagnie d'électricité dans le village, signe de la présence des producteurs de l'autre côté de la ligne téléphonique. Simplement, encore une fois, tous n'entrent pas à Inunaki avec les mêmes intentions, et tous ne connaîtront donc pas le même sort. Et même le choix de cette légende n'est pas anodin, elle est largement répandue chez nous aussi, et ce depuis le début des années 2000. Nombreux sont les occidentaux fascinés par les légendes urbaines japonaises, et celle d'Inunaki a beaucoup circulé sur internet, même dans nos contrées. Le film s'adressait bien sûr autant aux spectateurs japonais qu'aux étrangers, et Shimizu a volontairement choisi un sujet facile, l'adaptation d'une légende urbaine, pour faire une critique de cette industrie. En gros, il a utilisé les méthodes de l'industrie pour en livrer la critique, et c'est ce qui fait fonctionner le film. Pour toutes ces raisons, Takashi Shimizu nous a peut-être livré l'un de ses films les plus personnels, alors que certaines critiques parlent d'une œuvre sans âme, sans intelligence, sans conviction. C'est bien sûr tout l'inverse. Et étonnamment, Shimizu aura réussi son coup au-delà de toutes ses espérances, vu comme certains spectateurs ont compris le film de travers. Au-delà de la critique du cinéma d'horreur et de son industrie et business, Inanuki fait également la critique des spectateurs de ce cinéma grand public et issus des gros studios, ceux qui lui permettent de continuer à exister et à avoir du succès. Et leurs réactions vont totalement dans le sens de ce que le film critique, ce qui me fait dire que c'est une totale réussite. En tant que grand amateur de cinéma horrifique, je ne peux qu'adhérer totalement au sombre constat que Shimizu nous livre avec cette œuvre, et c'est avec une grande impatience que j'attends sa suite, déjà en production, qui portera sur Aokigahara, la forêt des suicides. Si Shimizu continue sur le même ton, ça promet. J'espère que cette analyse vous aura convaincu et plu, même si elle est différente du contenu que je propose d'habitude. Et si c'est le cas, sachez que je prépare en ce moment un documentaire sur la J-Horror et j'espère que je vous aurai au moins en partie convaincu que je connaissais un tout petit peu mon sujet. Vous pouvez dès lors, si vous le souhaitez, participer à la cagnotte pour le financer, que vous trouverez dans la description de la vidéo. Aucune obligation, bien sûr, et sachez que le documentaire se fera que vous aidiez ou non, donc si vous ne pouvez pas aider, ne vous inquiétez pas. Simplement, avec votre aide et plus de moyens, plus de belles choses pourraient être proposées. Merci d'avance à tous ceux qui soutiendront, et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.